Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusil, ni souliers, sans ennemis et sans armée. On s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, on est morts sur des champs étrangers. On a visité la Russie, mais jamais nous n'avons vu Paris. Après la fin des guerres napoléoniennes, les soldats français, appelés les grognards, sont retournés à la vie civile. Un retour difficile, puisqu'ils n'ont pas toujours retrouvé un travail, un logement ou simplement de la reconnaissance. Ils n'ont pas eu la victoire non plus. Alors, ils s'enferment dans leur nostalgie. Car oui, après la défaite de Waterloo en 1815, le glorieux empire français s'est effondré. La monarchie est restaurée en France. Alors aujourd'hui, je vous parle de la monarchie de Louis XVIII et de Charles X, de la Restauration. Louis XVIII, de son vrai nom Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence, est né en 1755 à Versailles, soit un an après son frère Louis XVI. Charles X, quant à lui, de son vrai nom Charles-Philippe de France, comte d'Artois, est né en 1757. Étant tous les deux frères cadets de Louis XVI, ils ne peuvent donc pas devenir rois à moins d'un événement imprévu. Et à ce propos, en 1789 éclate la Révolution française. Le tiers-état se révolte contre l'explosion du prix du blé et la monarchie absolue. La suite est plutôt connue. La prise de la Bastille en juillet, la Grande Peur, la Déclaration des droits de l'homme et l'abolition des privilèges en août. Mais la monarchie est toujours là. Elle est simplement devenue constitutionnelle. L'Assemblée nationale, créée pour l'occasion, possède le pouvoir législatif et le roi l'exécutif avec un droit de veto. Mais tout ça ne lui plaît pas. Et le 20 juin 1791, il tente de s'enfuir de France pour rejoindre ses fidèles et reconstituer une armée pour restaurer son autorité. Mais en cours de route, alors qu'il payait pour changer ses chevaux, il est reconnu et arrêté à Varennes, pour être ensuite ramené à Paris, où il est enfermé au palais des Tuileries. Et Louis XVIII dans tout ça? Eh bien, il a lui aussi essayé de quitter le royaume, le même jour, et il a réussi à s'enfuir aux Pays-Bas. Il y est resté en exil pendant 23 ans. À partir de ce moment, tout s'enchaîne très vite. Le 21 septembre 1792, la monarchie est abolie et la République est proclamée. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est condamné à mort par guillotine. Et en 1795, son fils aîné, devenu Louis XVII pour les royalistes, meurt en prison à l'âge de 10 ans. En l'espace de 2 ans, Louis Stanislas est devenu le prétendant au trône de France, sous le nom de Louis XVIII. Dans les années qui suivent, Louis voyage très souvent, mais pas de son plein gré, car en novembre 1799, un général corse du nom de Napoléon Bonaparte fait un coup d'État, et il devient premier consul. Cet événement accentue une série de conflits appelés les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Les monarchies européennes, ayant peur que la révolution s'étende dans leur pays, déclarent la guerre à la France et à son nouveau régime. La suite, vous la connaissez dans les grandes lignes. Marengo, Iéna, Austerlitz, Bérésina, Leipzig et... Bref, si vous voulez un épisode sur Napoléon, dites-le moi en commentaire. Le 1er janvier 1814 commence l'invasion de la France par les Autrichiens, Anglais, Russes et Prussiens. Le 30 mars, les coalisés arrivent à Paris et une semaine plus tard, Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. La restauration de la monarchie a été très compliquée dans ses débuts. Les puissances européennes ne sont pas d'accord sur qui doit être placé sur le trône de France. Les Autrichiens veulent mettre une régence de Marie d'Autriche, l'épouse de Napoléon. Et les Russes voulaient placer le maréchal Bernadotte, qui a trahi Napoléon après être devenu le roi de Suède. Mais Louis XVIII affirme que par son lien avec Louis XVI, il est le plus légitime à revenir sur le trône et pour maintenir la paix. Il revient triomphalement à Paris le 3 mai, et le lendemain, il impose au Sénat une charte constitutionnelle établissant les bases du régime. Au départ, Louis XVIII était favorable au retour d'une monarchie absolue comme il y avait avant la Révolution. Mais les choses ont beaucoup changé en 25 ans. Les Français avaient apprécié la République et l'Empire pour tout ce qu'ils avaient apporté. La liberté d'expression, l'égalité en droit, la liberté de culte. Alors,
Louis XVIII a dû faire quelques concessions. L'abolition des privilèges est maintenue, la liberté de culte aussi, même si la religion catholique est reconnue comme religion d'État. Et la liberté d'expression est autorisée, bien qu'encadrée. Pour ce qui est du gouvernement, le roi possède l'initiative des lois, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, il commande les armées et sa personne est sacrée. Le pouvoir législatif est confié au Sénat, aussi appelé la Chambre des Pairs, et au corps législatif, aussi appelé la Chambre des députés, qui est élu par le peuple tous les 5 ans. Enfin, quand je dis le peuple, je veux dire toutes les personnes de plus de 30 ans et qui payent un cens de 300 francs. Les députés, quant à eux, doivent avoir plus de 40 ans et payer une contribution de 1000 francs pour pouvoir être élus. D'ailleurs, pour revenir sur la question du statut du roi, celui-ci a évolué. Même si la nature divine du roi est reconnue dans la charte, il n'a pas été sacré à Reims comme ses prédécesseurs. Un autre point particulier à noter, c'est que Louis XVIII ne se considère pas comme un roi restauré. Il considère ses années d'exil comme faisant partie intégrante de son règne. Ainsi, l'année 1814 représente pour lui la 19e année de son règne. Seulement, à peine instaurée, la restauration se voit rapidement balayée. Le 26 février 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe et débarque à Cannes, bien déterminé à reprendre le pouvoir. De ville en ville, il rassemble des fidèles et marche vers Paris, qu'il atteint le 20 mars sans qu'un coup de feu n'ait été tiré contre lui. Louis XVIII avait quitté la capitale la veille, mais il se disait prêt à mourir pour la charte. Les monarchies européennes reforment le Congrès de Vienne et mettent en place la 7e coalition pour vaincre Napoléon. Ce dernier lève une armée de plus de 340 000 soldats au mois de juin pour mener une campagne en Belgique. Mais l'empereur, malade, vieilli, ayant perdu de sa vivacité d'esprit et étant seul contre tous, a peu d'espoir de réussir. Malgré 2 victoires limitées à Ligny et au carrefour des 4 bras, Napoléon est défait par les Anglais et les Prussiens lors de la célèbre bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Napoléon capitule 4 jours plus tard et est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Les troupes coalisées, quant à elles, réoccupent la France. Tous ceux ayant soutenu le retour de l'empereur sont victimes d'agressions et des massacres sont organisés dans toute la France. C'est la terreur blanche. À cela s'ajoutent les procès et condamnations à mort de généraux de Napoléon, dont le maréchal Michel Ney. Le pardon et oubli pour les actes des 100 jours n'a donc été que partiel. Et les premières élections de la Chambre des députés montrent que la monarchie a été acceptée par les électeurs. La France a beaucoup perdu ces 25 dernières années. 1 million de Français sont morts, et tous les territoires conquis ont été perdus. Mais grâce à la Révolution et l'Empire, elle a hérité de beaucoup d'outils pour se reconstruire. Le Code civil uniformise la loi pour tous. La Banque de France et le franc germinal permettent à l'État de mieux contrôler l'économie. Le Concordat permet de contrôler l'influence de l'Église catholique et la création des lycées et de grandes écoles comme Polytechnique ou l'école des ponts et chaussées permet de former les futures élites du pays. Louis XVIII, pour réconcilier les monarchistes et les révolutionnaires, empêche les ultra-royalistes d'influencer le pouvoir en dissolvant leur chambre appelée la Chambre introuvable. Grâce à cet héritage, la France retrouve une croissance économique entre 1815 et 1820. Et la population française, comment vit-elle le retour de la monarchie? Ça dépend de la caste sociale. Les nobles et bourgeois ont pu récupérer leurs richesses. Les paysans, avec la fin des lois féodales, ont plus de liberté dans leur travail. Et la classe ouvrière commence à peine à émerger. Mais en parallèle, une petite catégorie de personnes reste nostalgique de l'Empire et de la gloire qu'il a apporté à la France, ainsi que des idéaux portés par la Révolution. Ces personnes, issues d'Angleterre, d'Allemagne, puis de France, se mettent à rêver et à idéaliser un monde différent et imaginaire, à penser au temps révolu et à rêver d'amour et d'aventure, loin de cette réalité devenue fade et ennuyante. C'est avec ces pensées que naît un nouveau mouvement artistique et littéraire, le romantisme. Victor Hugo, François-René de Chateaubriand ou encore Edgar Quinet portent ce mouvement dans leurs œuvres. Mais trêve de rêverie, il est temps de voir l'évolution de la monarchie.
Le 14 février 1820, le duc de Berry, deuxième fils du futur Charles X, est assassiné. En réponse à ce régicide, Louis XVIII décide de réviser les lois sur la liberté de la presse et certaines libertés individuelles. Ainsi, durant les élections de novembre, les libéraux et les modérés sont battus par les ultra-royalistes, ceux qui veulent un retour à la monarchie absolue. Ce virage absolutiste se voit aussi en 1823, lorsque Louis XVIII décide d'intervenir en Espagne pour soutenir le roi Ferdinand VII, qui fait face à une opposition des libéraux à son pouvoir absolu. L'année suivante, le roi dissout la Chambre des députés. De nouvelles élections ont lieu et les modérés et les libéraux sont encore une fois battus à plate couture. Le retour de la monarchie absolue semble inévitable à ce stade. Mais il y a un problème majeur. En 1824, Louis XVIII a 68 ans. Il est vieux, malade, il souffre de diabète et de gouttes, il ne peut plus se déplacer sans l'aide de béquilles ou en fauteuil roulant, et surtout, il n'a pas de fils, pas d'héritier. Comment la monarchie va tenir ? Eh bien, il reste son frère, Charles. Il décide donc de le nommer comme héritier du trône. Ainsi, lorsque Louis XVIII meurt le 16 septembre 1824, le dernier verrou vers le retour à la monarchie absolue vient de sauter. Lorsque Charles X arrive au pouvoir, il souhaite revenir à la monarchie antérieure à 1789. Et il le fait bien comprendre. Pour commencer, un an après son investiture, il se fait sacrer à Reims, ce qui intrigue les Français. Certains interprètent cet acte comme un acte symbolique de renouveau politique. D'autres y voient une provocation réactionnaire. J'en profite pour préciser un point important. Si Louis XVIII ne s'est pas fait sacrer, ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas, au contraire, mais tout simplement car son état de santé ne le lui permettait pas. Mais Charles X se veut rassurant. Après avoir prêté serment sur la charte, il déclare qu'il veut la maintenir, elle et les institutions en place. Seulement, il enchaîne les mesures qui ne vont pas dans ce sens. Le 24 mai 1825, il fait voter une loi pour indemniser les nobles qui avaient émigré durant la Révolution et autorise la création de nouveaux établissements religieux féminins. Encore une fois, ces mesures font polémique. Libéraux, modérés et ultras sont très divisés sur ces questions. Mais pour les réconcilier, Charles X aimerait détourner leur attention autre part. Pour cela, le président du Conseil des ministres, Joseph de Villèle, profite du conflit opposant l'Empire ottoman aux indépendantistes grecs pour nouer une alliance avec le Royaume-Uni et la Russie pour aider les insurgés. Avec cette intervention militaire, il met tout le monde d'accord. Les libéraux sont favorables car sont attachés au principe de libération des peuples dominés, et les modérés et ultras sont pour car voulant défendre les Grecs chrétiens face aux Ottomans musulmans. Cette intervention débute en 1827 avec la victoire navale des flottes franco-russo-anglaises à Navarine. 3 ans plus tard, l'Empire ottoman reconnaît l'indépendance de la Grèce le 3 février 1830. Fort de ce succès, la monarchie française trouve un autre moyen de faire diversion en organisant le blocus d'Alger pour une histoire de blé impayé. Une invasion est lancée le 14 juin 1830 et aboutit à la prise de la ville le 5 juillet, ainsi qu'à une longue période de conquête, de pacification et de colonisation de ce qui deviendra l'Algérie française. Mais cette technique, si elle marche bien au début, a ses limites. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les dernières élections de juillet 1830 renforcent les oppositions libérales. 274 députés opposants sont élus contre 143 conservateurs. Charles X n'accepte pas sa défaite. Et le 25 juillet, il prépare 4 ordonnances. La première limite la liberté de la presse. La deuxième dissout la Chambre qui vient juste d'être élue. Comme ça. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. La troisième ordonnance réduit le suffrage censitaire pour empêcher la bourgeoisie de voter. Et la dernière fixe les élections à septembre. Et le retour de bâton est très violent. Au lendemain de la publication des ordonnances éclate la révolution des Trois Glorieuses. Les 27, 28 et 29 juillet, des insurrections éclatent dans Paris. Les ouvriers et anciens combattants constituent la majorité des insurgés, qui sont au nombre de 10 000. Pour calmer la révolte, les députés proposent de retirer les ordonnances, mais Charles X, réfugié à Saint-Cloud, refuse la proposition.
Cette révolte est menée par les républicains. Le 29 juillet, les insurgés se sont emparés du palais des Tuileries et du Louvre, et y implantent le drapeau tricolore, adopté durant la Révolution. Les libéraux comprennent alors que pour empêcher le renversement de la monarchie, il faut agir vite. Ils forment des commissions municipales pour gérer l'administration de la ville, puisque Charles X a perdu le contrôle de Paris. Le 30 juillet, les combats se terminent. Le bilan est de 150 morts et 600 blessés du côté des troupes royales et de 700 morts et 2000 blessés du côté des insurgés. Charles X est destitué par les députés et s'exile au Royaume-Uni. Il essaye d'abdiquer en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux, mais celui-ci refuse de reprendre le trône. Deux solutions s'offrent alors. Proclamer une république ou mettre un nouveau roi. Mais qui ? Les députés choisissent finalement de nommer le duc d'Orléans, cousin de Charles, comme roi, puisqu'il ne remet pas en question l'héritage révolutionnaire et a même participé aux batailles de Jemmapes et Valmy en 1792. Ainsi, le 9 août, il est intronisé sous le nom de Louis-Philippe Ier en tant que roi des Français. Et j'insiste sur ce point, il devient roi des Français. Pas de la France, des Français. Qu'est-ce que ça change, me diriez-vous ? Laissez-moi vous expliquer. Louis XVIII et Charles X, comme leurs prédécesseurs, possédaient le titre de roi de France. Cela signifie qu'ils représentaient un État, un pays. En bref, la France, c'est le roi, et le roi, c'est la France. Ce qui veut dire que le roi ne tient son pouvoir de personne, hormis Dieu. En revanche, Louis-Philippe possède le titre de roi des Français, c'est-à-dire qu'il représente un peuple, une population, et il n'en est que le représentant. En bref, la France, c'est d'abord les Français. Et ça signifie que le roi tient son pouvoir d'eux. En bref, si Louis-Philippe est roi, c'est uniquement parce que les Français le veulent bien, puisqu'il est intronisé par la grâce de Dieu et de la volonté nationale. Ainsi, la Restauration est terminée. C'est le début d'une nouvelle période appelée la monarchie de Juillet. Mais ça, on le verra une prochaine fois. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.